Terroir, écologie, gourmandise et bonnes adresses, bienvenue dans l'épicerie fine. Cette semaine, je vous emmène en Maine-et-Loire, visiter le Ségréant. Et on se retrouve ensuite pour cuisiner. Au programme de cet épisode dans le Ségréant, nous irons à la rencontre d'Aymeric Denis, un maraîcher bio. Puis ce sera au tour d'Aymeric Allus de nous faire découvrir sa production de blé et de quinoa. Dans Histoire de, focus sur un Anjou bleu chocolaté. Gwenaëlle Cordier nous parlera ensuite du génie végétal à l'écluse de Gréneville. On terminera par notre guide hédoniste avant de laisser Guy Martin nous préparer un bœuf de l'Anjou, chutney de légumes, jus au chorizo. Et on commence tout de suite par itinéraire paysan. Situé au nord-ouest du Maine-et-Loire, le Ségréant est une région naturelle au relief modéré par de larges plateaux. Marquée par une activité minière historique, la région est aujourd'hui attrayante par le charme de ses villes et châteaux bordant la Loire. Le climat doux et les sols imperméables sont propices à une végétation généreuse et font le bonheur de nombreux agriculteurs. À la Haute-Herberie, sur le domaine de la Chaise Rouge, le maraîcher bio Aymeric Denis travaille à l'entretien de ses cultures en vue de la récolte hebdomadaire. Là, on est au début de l'été, c'est-à-dire que ça commence à être la saison très sympa où on a beaucoup de légumes à manger. On a des tomates, des concombres, des poivrons, des aubergines, on a tous les légumes ratatouille, on a les carottes aussi qui sont encore des semis de début de printemps. Et on arrive un peu au moment où le désherbage va se calmer en juillet-août parce qu'il y a moins d'eau, ça pousse moins et du coup on a quand même des légumes qui sont très beaux dans le champ. On a les poireaux, les céleris raves, il y a tout qui commence à être vraiment visuellement très excitant pour nous. Après un Master 2 en écologie, Aymeric s'est installé sur l'île de la Réunion avec sa femme, rencontrée pendant ses études. Lors de leur voyage, la pollution des océans les a particulièrement marqués. Aymeric a décidé de se recentrer sur ses objectifs écologiques et de s'installer ici. Donc ici, on est sur la ferme de l'Herberie. C'est un lieu que j'ai découvert par l'intermédiaire de ma femme, puisque c'est ses parents qui s'occupaient de cette ferme. Et quand je suis arrivé ici, j'ai été étonné et subjugué par le paysage, par la beauté des paysages, la diversité. Je suis tombé amoureux du lieu. Il a mis en place un vrai écosystème, avec ce tas de bois morts, par exemple, ou en laissant les herbes hautes s'exprimer. Ces petits coins sauvages permettent à la nature de reprendre vie. L'endroit où on va le moins dans le jardin, ça sert à rien de le tondre. Tondre un jardin, c'est c'est dévaster toute une zone où il y a des insectes qui auraient pu proliférer et qui, au final, sont détruits par les tondeuses. Toutes les études sont quand même formelles et on a perdu 70% des insectes. C'était des études qui ont été faites en Allemagne. Et moi, je suis content parce qu'ici, j'ai vu ma première menthe religieuse depuis 2 ans que j'ai tous les jours les mains dans la terre. Donc cette année, j'ai vu une petite menthe religieuse, donc je suis quand même très content de voir des nouveaux insectes et des nouvelles choses arriver sur la parcelle. L'agriculture biologique consiste à faire du préventif, afin d'éviter l'utilisation d'intrants chimiques et de pesticides. Ici, par exemple, Aymeric utilise ses œillets d'Inde, dont les racines répulsives vont empêcher les prédateurs de tomates de s'installer. Mais dans la serre, sa plus grande alliée, c'est la coccinelle, dont les larves se régalent de pucerons. Donc là, on a une coccinelle qui est en fin de stade larvaire. Elles font un cocon. Et cette coccinelle, donc elle va éclore, elle va être adulte, elle va chercher un partenaire pour se reproduire et faire d'autres coccinelles. Et du coup, ça nous préserve des pucerons dans la serre. Des coccinelles qu'on est allé cueillir dans le champ pour pouvoir se protéger dans la serre, quoi. Sur cette exploitation bio, Aymeric choisit des variétés anciennes de légumes pour leur intérêt culinaire, leur goût et leurs vitamines, mais aussi pour leurs propriétés nourricières. Après la récolte, il consulte les commandes sur Internet passées par ses clients fidèles. La vente aux particuliers représente 80% de son chiffre d'affaires. On est mardi, donc c'est le moment où les clients ont tous passé leurs commandes à 13 h. Donc je vais imprimer les commandes de tous mes clients, ce qui va me permettre ensuite d'aller récolter et de n'aller récolter que les légumes qui ont été commandés par mes clients, ce qui évite le gaspillage parce que je récolte que ce qui a été commandé. Aymeric retourne ensuite dans ses parcelles pour récolter les produits de saison nécessaires à la constitution des paniers. C'est aussi l'occasion pour lui de satisfaire pleinement sa passion pour la faune et la flore.
Ce qui est super intéressant quand on est maraîcher bio, c'est qu'on a toujours les mains dans la terre ou alors on est toujours dans les serres, dehors, ce qui fait qu'on est toujours au contact de la nature et de la faune sauvage. On trouve des mues de serpents dans les serres, on trouve des hérissons ou des oiseaux qui font leurs bébés dans les serres, ce qui est arrivé cette année. Je peux créer un environnement propice au développement de la faune sauvage et me régaler pour pouvoir sortir l'appareil photo quand j'ai le temps, surtout en hiver, pour prendre des paysages, prendre des photos, puis vraiment apprécier l'endroit où je travaille. Mais il y a toute cette conciliation faune sauvage et agriculture qui est très intéressante et c'est vraiment sur ce sujet-là qu'on doit travailler dans l'avenir pour arriver à repeupler nos campagnes d'oiseaux, d'insectes et de vie. Du haut de ses 23 ans, Aymeric a déjà des journées très chargées. Après avoir fait un BTS et une alternance en expérimentation végétale, il a aujourd'hui beaucoup d'ambition. Ce matin, il part moissonner une partie de ses champs de céréales biologiques. Là, je vais regarder un peu la qualité du battage. Hop. Donc là, on voit bien les grains triticales. Là, ça, c'est la févrole. Et ça, c'est les pois. Aymeric a récupéré ses parcelles en 2017. Cette année, c'est sa première récolte en agriculture biologique. Les autres parties des terres sont encore en conversion. Pour réussir un peu les cultures en bio, on doit diversifier l'assolement. Sur plusieurs années, on ne va jamais revenir sur la même culture. On va essayer de diversifier au maximum pour pouvoir mieux réussir les cultures, mieux gérer les mauvaises herbes et puis éviter les problèmes de maladies ou quoi que ce soit sur la culture. Sur cette exploitation, Aymeric fait une douzaine de cultures différentes. Ces champs, habités d'insectes et de fleurs, sont caractéristiques d'une agriculture biologique, un mode de travail transmis par ses parents agriculteurs et éleveurs de bovidés. Mes parents ont fait le choix de passer en bio en 2010, puisque mon père était déjà en système un peu extensif avec les vaches. Donc en fait, on était quasiment sur un système proche du bio. Mais mes parents ont fait le choix de passer en bio justement pour valoriser un peu le travail qu'on faisait. C'était juste un pas à franchir. J'ai toujours été habitué sur la ferme à voir mes parents travailler en bio, donc je ne me voyais pas faire autre chose que du bio. Une opportunité s'est présentée à Aymeric malgré son jeune âge, lorsqu'un voisin a décidé d'arrêter son exploitation. Il a sauté sur l'occasion, ce qui lui a permis d'agrandir la ferme familiale. Il s'est associé avec ses parents et s'est installé ici au début de l'année 2020. Pour lui, être agriculteur est une histoire de famille. Moi, je suis la 4e génération sur l'exploitation. Mon arrière-grand-père est arrivé ici en 1914. Je suis né ici sur la ferme. J'ai passé toute mon enfance à jouer dans la cour de la ferme ou après, quand j'étais un petit peu plus grand, à essayer d'aider mes parents. Et depuis que j'étais tout petit, j'avais toujours voulu devenir agriculteur. Et donc, depuis le début de l'année, j'ai pu réaliser mon rêve. Après leur récolte, les céréales arrivent ici dans des remorques et sont vidées dans ce hangar, dans ces énormes silos. On vient stocker les céréales ici et on vient après le souffler pour baisser la température parce que du coup, avec des fois l'humidité et tout ça, c'est pour le sécher un peu, pour bien le conserver tout l'hiver. Une partie des céréales est livrée juste après la récolte et le reste stocké dans ces silos pour faire tampon. Mais ces réserves sont principalement des céréales destinées à l'alimentation des vaches, car sur son exploitation de 180 hectares, 80 reviennent à l'élevage de ce troupeau de rouges des prés, la race locale. Venez les filles. Allez, voilà. Elles sont nourries exclusivement de foin et de céréales de la ferme, dont un mélange de triticale, de févrole et de pois qu'Aymeric a récolté dans la matinée. C'est un mélange complet, il est riche en protéines, donc on n'a pas besoin d'apporter autre chose que ce mélange-là. Nos vaches ici sont donc vendues en bio, puisqu'elles sont nourries avec tous les aliments de la ferme et 100% bio. Pour le maraîcher, c'est jour de préparation des paniers personnalisés, mais aussi de livraison. Et je vais lui mettre à Frédéric, donc il y a 1 kg de tomates de variété ancienne et 1,20 kg parce qu'en général, je suis un petit peu plus généreux. Pour recevoir ses clients, Aymeric n'a pas à aller bien loin puisque ces derniers peuvent venir directement au domaine de la Chaise Rouge. Un lieu de vente directe et de travail collectif avec fermes et jardins, activités culturelles comme le théâtre et auberges. Salut Aymeric. Ça va? Bien et toi? Je t'ai préparé ta cagette. Ouais. Donc tomates, aubergines, courgettes et haricots verts.
Super, impeccable. C'est du bio, du local, on habite à même pas 10 km d'ici. Ce qui est super, c'est qu'Emeric met tous ses légumes sur internet avec les quantités qu'il a. C'est pas du coup le panier où il y a des choses qu'on aime un peu moins, là on prend vraiment, on commande exactement ce que l'on veut sur internet, quoi. Et puis des fois, moi quand j'ai un petit besoin d'écouler, je mets ni des recettes dans le message hebdomadaire avec une petite recette de fenouil par exemple, parce que les fenouils ils partaient pas très vite et puis ça répond. Donc, Ouais. À chaque fois qu'on passe, il y a un petit brin de causette où on discute un petit peu de son potager ou complètement d'autre chose, donc c'est super, quoi. Emeric en profite pour donner sa commande au restaurateur de l'auberge. Allez, amenez ta commande. Donc tu as les 2 variétés là sur les aubergines. Voilà, les zébrés, les classiques. Ok. Ça a plein d'avantages d'avoir un maraîcher à côté de la cuisine. C'est arrivé que Emeric soit pas là et que j'aille chercher directement ce que j'avais besoin dans les champs. Ça peut pas être plus frais, quoi. Ça vient d'être cueilli. Là, ça a été cueilli ce matin ou hier. Enfin voilà, c'est très très frais et la boucle est bouclée, quoi. Les produits poussent là, après ils sont cuisinés ici, ils finissent dans l'assiette des clients et après ce qui va au compost retourne à nourrir les poules ou les cochons. Voilà, c'est vraiment un circuit fermé, quoi. Comme tous les jours, dans cette maison collective, Emeric déjeune avec une quinzaine de personnes. Bénévoles en ferme bio, compagnons du maraîchage, spectateurs du théâtre, woofers et cuisiniers de passage. Ça, c'est un partage, le repas. C'est un moment très chaleureux. Un régal pour les yeux et pour le palais. Pour 3 €, tous partagent légumes frais et ambiance chaleureuse. On improvise un peu tous les jours, mais c'est ça qui est plaisant. Et l'avantage, c'est qu'on a les légumes juste à côté, donc ça permet aussi de déguster, de tester les légumes qu'on vend, parce que tant qu'on peut, si on peut savoir ce qu'on vend, c'est plus agréable. Emeric, le céréalier, est maintenant en compagnie de Fabien Sauchelot, un technicien qui l'aiguille dans sa nouvelle activité testée sur une parcelle expérimentale d'1 hectare, le quinoa. Ils réfléchissent au meilleur moment pour faucher la parcelle de cette céréale d'avenir, semée fin mars et récoltée fin juillet. Donc la récolte, elle se fait en 2 temps. Donc on vient d'abord le faucher et l'endainer. Et une fois, suivant le climat, une fois qu'il est bien sec, après on vient avec la moissonneuse et on récupère l'endain et on extrait la graine de la plante. La graine de quinoa, elle est enfermée là, dans cette ample florale. Et donc on va chercher, on sort la graine. Cette graine-là, elle est particulièrement appréciée des chefs, elle devient translucide à la cuisson. Fabien insiste sur les recommandations auprès des producteurs, car le quinoa est une filière sans gluten. Il nécessite d'être planté sur une parcelle dont la dernière culture était sans gluten et d'avoir des machines propres pour en éviter toute trace. Juste avant de moissonner, je vais nettoyer toute ma machine, la souffler, enlever le grain partout et l'aspirer dans les petits recoins où il pourrait rester encore un petit peu de gluten. Travailler avec les producteurs, c'est ce que j'aime faire, c'est partager la technique, pouvoir avancer ensemble, construire vraiment des résultats ensemble aussi. Ça, c'est plutôt intéressant. Moi, je suis attaché en plus à travailler avec les cultures en bio. Vraiment, pour moi, c'est du coup aussi allier la santé et l'alimentation. Les conditions pour la culture du quinoa doivent être parfaites. Le terrain doit être fin et la céréale doit échapper aux possibles dégâts d'insectes. Mais pour l'instant, sur les parcelles d'Emeric, le comportement du quinoa est excellent et les jours à venir vont être chauds. Une jolie récolte au moment du battage est à espérer. Là, le quinoa, il avance bien. Il va peut-être falloir prévoir le battage un petit peu plus vite que ce que je pensais. Ça a bien séché. C'est possible qu'on avance d'une journée ou deux le battage. Ouais, bon, on arrive bien à égrener, du coup, on trouve bien la graine. Je pense que le grain a l'air beau et que ça a l'air d'être assez sec, donc je pense qu'on va pouvoir bientôt battre. L'avenir est plutôt prometteur pour le jeune agriculteur et le maraîcher. Le Segréen dispose de toutes les qualités pour expérimenter et évoluer tout en respectant son environnement si précieux. Dans Histoire de, le passé minier du Segréen se réincarne en gâteau. L'histoire du dessert l'Anjou bleu est simple.
Un jour, un client demande à un pâtissier du pays segréen, la maison Gabillard, s'il a du chocolat bleu. Cela lui donne une idée, faire un dessert en hommage à la mine bleue de Noyant-la-Gravoyère. Il colore alors du chocolat blanc avec de la spiruline. Ce gâteau rend ainsi honneur au passé minier de la région qui fabriqua longtemps des tuiles d'ardoise. Fameuse tuile qui fut aussi célébrée par Du Bellay, originaire de l'Anjou, dans son poème « Heureux qui comme Ulysse ». Heureux aussi celui qui dégustera ce gâteau cachant en son sein 2 couches de génoise de chocolat, un croustillant praliné, une mousse chocolat noir et chocolat bleu, le tout recouvert de très fines feuilles de chocolat bleu et agrémenté d'un spiritueux local. Aujourd'hui, cette recette gourmande a été transmise à la demande du département à 8 autres pâtissiers afin que l'Anjou bleu devienne le symbole de tout un territoire. Le paysage et la nature doivent composer avec les éléments laissés par l'homme. Dans l'écologie en action, place à quelques initiatives sur les berges du canal de Gréneville. Gwenaël Cordier est technicien en milieu aquatique au conseil départemental de Maine-et-Loire. Sa mission est de restaurer les milieux naturels comme ce canal éclusier de Gréneville, situé sur les bords de la rivière Mayenne. Tous les 3 ans, nous organisons une période d'écorue, ce qui consiste à baisser les niveaux d'eau afin de réaliser des opérations de restauration de nos ouvrages de navigation, les écluses, les pertuis, les barrages, etc. Tout ce qui est maçonnerie immergée la plupart du temps. Et lors de ces périodes-là, on constatait régulièrement une érosion massive dans ce canal éclusier. Et avec plusieurs collègues du département, on a décidé de la restaurer en 2018. Donc on s'est dit plutôt travailler avec le végétal. D'une part, ça sera plus pérenne dans le temps, et d'autre, ça renforce le caractère naturel du site. Pour remédier à l'érosion de ce canal de 800 mètres de long, Gwenaël et ses coéquipiers ont mis en place une première opération expérimentale sur 150 mètres. Mais d'abord, ils ont procédé au retalutage de la berge pour rendre la pente plus douce et l'ont recouverte de ce filet. Ici, on voit bien le géotextile, donc tressé en coco. Il va se dégrader naturellement. Il va s'intégrer au milieu. Il vient consolider la terre pendant les 5-10 premières années. Comme ça, on est sûr que quand le géotextile se dégradera, la végétation herbacée aura pris le dessus et c'est elle qui viendra consolider le talus. L'expérience consiste à mettre en place sur ces 150 mètres un boudin d'élophyte, des plantes hygrophiles dont les racines viendront consolider les berges. Et pour essayer de fortifier davantage l'aménagement, des saules ont été posés en arrière de ces plantes il y a 2 ans. On voit qu'ils se sont super bien développés, on voit plein de petites ramifications, donc on voit les nouvelles pousses qui sont plutôt rosées et l'ancienne tige qui nous indique que l'opération est un succès. C'est en 2021, lors de la prochaine période d'écourue, que seront réalisés des travaux sur l'ensemble du canal avec la technique végétale la plus pérenne. Une opération précieuse pour Gwenaël, natif des bords de Mayenne et très attaché à ces lieux. Quand j'étais jeune, j'ai passé beaucoup de temps au bord de cette rivière-là, à pêcher, à exercer un peu les loisirs nautiques. On se baignait parfois, même si c'est interdit. Mais voilà, on l'a tous fait. On avait un groupe d'amis avec lequel on a fait un peu les 400 coups autour de cette rivière-là. Donc maintenant, travailler ici, c'est vraiment une chance pour moi. Une autre problématique qui perdure depuis plus de 10 ans sur l'ensemble des rivières préoccupe Gwenaël, l'invasion de la jussie, une plante exotique aquatique qui a la particularité de se multiplier avec un simple fragment. Donc ici, on voit la jussie qui s'est bien développée sur les bords de notre canal. Elle est caractéristique avec sa petite fleur jaune, qui n'en fait pas une plante si laide que ça, et son côté tapissant, donc sur la voie d'eau. Lorsqu'elle est arrachée ou que l'hélice d'un bateau se prend dans les ramifications, elle se répand avec une grande capacité de développement. Le problème, c'est quand on la laisse se développer, un peu comme en face, elle peut prendre vite de l'ampleur et fermer des milieux. Et nous, l'objectif n'est pas de fermer et d'avoir des milieux qui se ferment, mais plutôt de les garder ouverts. Donc le risque de la laisser faire, c'est qu'à un moment donné, elle prenne le pas sur les espèces locales, végétales et animales, qui fait qu'on va avoir un milieu plutôt monospécifique, plutôt que riche en biodiversité.
Pour éradiquer la plante à la main, Gwenaël travaille en partenariat avec une association d'insertion. On essaie d'arracher la plante jusqu'à la dernière racine en terre. Tous les produits qui sont arrachés sont transportés et évacués hors du site vers une filière de compostage qui, elle, va ensuite la refabriquer, la refaçonner pour en donner du compost certifié et ensuite vendu en jardinerie ou autre. Ce site a pour contrainte l'impossibilité d'accueillir les machines pour un entretien mécanique. Les hommes ne sont donc pas les seuls à mettre la main à la pâte. Nous avons décidé de mettre des moutons pour venir entretenir ce site-là. On y voit un intérêt écologique et puis on y voit aussi un côté social qui est venu après coup, mais avec la fréquentation du chemin en face par les promeneurs et cyclistes ou cyclotouristes, on s'est aperçu qu'il y avait un vrai lien qui se créait entre la population d'en face et nos moutons. Autour de Gwenaël, c'est un vrai partenariat qui s'est mis en place entre les hommes, les bêtes et les plantes, dans le but commun de préserver la biodiversité et la beauté du paysage. Pour finir, voici quelques idées pour découvrir le patrimoine de ce terroir. À Chenillet-Changé se dresse la ferme du Domaine des Rues, érigée en 1836 dans la lignée des fermes modèles, inventées au XIXe siècle et qui marquèrent un tournant dans l'élevage bovin. La ferme est également le berceau de la Rouge des Prés, vache caractéristique locale issue d'un croisement. Dans la commune de Noyant-la-Gravoyère, plongée dans l'histoire des mineurs angevins à 126 mètres sous terre. Ancienne ardoisière, la mine bleue dépeint le passé de cette industrie particulière à l'Anjou. Une fois de retour à la surface, la visite se termine par une démonstration de fonte d'ardoise traditionnelle. Segré en Anjou bleu abrite la Petite Couère, village reconstitué de 1900 en pleine nature. Vous l'aurez compris, la région est très attachée à son patrimoine historique. Partez à la découverte des métiers d'autrefois et remontez le temps en vous promenant le long d'anciens commerces, habitations et administrations. À la Chapelle-sur-Oudon, le château de la Laurie doit son charme aux différents propriétaires qui se sont succédés au fil des siècles. Érigé en 1632, il fut sans cesse agrandi et modernisé. Son salon de marbre, construit en 1780, et sa grande galerie datant de 1904 témoignent encore aujourd'hui de la richesse architecturale de ce lieu. Cette virée gourmande ne serait pas complète sans une visite dans les cuisines du chef Guy Martin. Aujourd'hui, je vous invite à cuisiner un bœuf de l'Anjou, chutney de légumes et un jus au chorizo. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 4 filets de bœuf de 180 g, 30 g d'huile d'olive, 50 g de beurre, une carotte, une branche de céleri, 2 tomates, une pomme Granny Smith, un pamplemousse rosé, une mangue, 15 g de miel, 10 g de gingembre râpé, 3 g de graines de fenouil, 30 g de chorizo, 20 g de fond de veau en poudre. Épluchez les légumes et les fruits en ôtant tous les pépins et noyaux. Prélevez les segments du pamplemousse. Les coupez en deux. Taillez le reste des fruits et légumes en cubes de 5 mm de côté environ. Il est important de tailler régulièrement les légumes afin d'avoir une belle décoration dans l'assiette. Dans une casserole, colorez le miel en caramel brun. Quant au choix du miel, vous avez plusieurs possibilités. Si vous voulez un chutney plutôt doux, des tendres nuances comme ça, je vous suggère un miel d'acacia par exemple, ou de tilleul. Par contre, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus soutenu, pourquoi pas un miel de sapin. Versez les cubes de légumes et de fruits, le gingembre et 2 g de graines de fenouil. Salez et poivrez, cuire à petit bouillon 30 minutes en remuant fréquemment. Rectifiez l'assaisonnement. Coupez le chorizo en dés. Il existe aussi des chorizos de veau pour ceux qui, éventuellement, ne mangent pas de porc. Dans une casserole, faire revenir le chorizo et 1 g de graines de fenouil en donnant une légère coloration. Versez 300 g d'eau et le fond de veau en poudre, mélangé au fouet et porté à ébullition.
Cuire à feu doux pendant 20 minutes. Mixer et passer au chinois. Rectifier l'assaisonnement. Assaisonner de sel fin, de poivre et poêler les filets de bœuf avec l'huile d'olive et le beurre pour leur donner une belle coloration durant 3 à 4 minutes. Les retourner et finir la cuisson en les arrosant. Puis, réserver au chaud quelques minutes pour le repos. Poser un cercle de 8 cm de diamètre au centre de l'assiette et le remplir de chutney de légumes et de fruits. Napper le reste de l'assiette de sauce. Disposer le filet de bœuf sur le chutney de légumes et décorer avec des fleurs ou pousses. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.